En Centrafrique, François Bozizé est accusé par le gouvernement de tentative de coup d'État après l'annonce de la formation d'une coalition de groupes armés qui a mené une offensive dans plusieurs localités du pays. En Zambie, la commission électorale a organisé une campagne d'inscription des électeurs dans une prison de la capitale, ceci afin d'inscrire plus de 16 000 détenus en vue des élections présidentielles prévues pour août 2021. Et puis, les écoles et les restaurants sont fermés au Mali, ainsi en ont décidé les autorités. La mesure intervient après une hausse du nombre de personnes contaminées au coronavirus. On en parle également dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Nigeria, les habitants de Konduga enterrent les victimes après que 3 personnes ont été tuées et 2 grièvement blessées. C'était à l'issue d'un attentat suicide perpétré par une adolescente dans le nord-est du Nigeria, où le groupe djihadiste Boko Haram a récemment intensifié ses attaques. Le point à travers cet élément. Ils sont à nouveau inconsolables. Les habitants de Konduga, ville située à 38 km de la capitale régionale, Maïdougouri, dans l'est du Borno. Dans les bras, 3 morts à enterrer après une sanglante attaque suicide. La kamikaze, qui aurait environ 17 ans, a activé ses explosifs au milieu d'un groupe d'hommes réunis à côté du domicile d'un chef local. L'attentat suicide porte la marque du groupe djihadiste Boko Haram qui utilise de plus en plus des femmes kamikazes pour tromper la vigilance et mener des attaques sanglantes contre des civils dans cette région depuis le début de l'insurrection en 2009. L'année dernière, 30 personnes avaient été tuées par 3 kamikazes de Boko Haram dans la même ville de Konduga. L'attaque du week-end intervient une semaine après l'enlèvement de centaines d'enfants et d'adolescents par des criminels pour le compte de Boko Haram. Fin novembre, le groupe djihadiste avait également tué au moins 76 agriculteurs qui travaillaient dans un champ non loin de Maïdougouri. Ce fut l'attaque la plus violente cette année contre des civils, avait rapporté l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Boko Haram et sa branche dissidente, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont fait plus de 36 000 morts en 10 ans de conflit et 2 millions de réfugiés. Des personnes ne pouvant toujours pas regagner le foyer. En Centrafrique, l'ex-président François Bozizé est accusé de tentative de coup d'État. Il est indexé par le gouvernement après l'annonce de la formation d'une coalition de groupes armés ayant mené une offensive dans plusieurs localités de l'ouest du pays. Voici le reportage. Bangui dans la tourmente. En pleine campagne électorale, les autorités centrafricaines dénoncent une tentative de coup d'État. La nouvelle a été rendue publique par un communiqué officiel. Les autorités dénoncent des intentions manifestes de marcher sur Bangui de groupes lourdement armés. Si jusqu'à un moment donné, son nom n'était cité qu'à demi-mot derrière l'organisation des derniers événements, le porte-parole du gouvernement, Ange Massima Kazagui, a officiellement déclaré que François Bozizé est à l'origine de la dite tentative de déstabilisation. Il assure que l'ancien chef d'État s'est attaché les services de mercenaires étrangers en échange de la possibilité pour ceux-ci de piller Bangui pendant son 12 heures. Dans sa déclaration, Kazagui a accusé les troupes de François Bozizé d'avoir assassiné lâchement 3 gendarmes ainsi que militaires du génie, sans donner davantage de précision. L'ancien chef d'État, François Bozizé, arrivé au pouvoir en 2003 à la suite d'un coup d'État avant d'être lui-même renversé en 2013 par une coalition de groupes armés à dominance musulmane, la Seleka avait tenté un retour en politique en se déclarant récemment candidat à la présidentielle. Mais la Cour constitutionnelle a invalidé sa candidature, estimant qu'il était sous le coup de sanctions des Nations Unies pour son soutien présumé à des groupes armés responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Écarté du scrutin, François Bozizé n'a toutefois pas dit son dernier mot. En coalition avec les principaux partis d'opposition du pays, l'ayant accueilli à bras ouverts, il compte peser de tout son poids quant à l'issue du scrutin du 27 décembre. En Zambie, des responsables de la commission électorale ont organisé une campagne d'inscription des électeurs dans une prison de la capitale, ceci afin d'inscrire plus de 16 000 détenus en vue des élections présidentielles prévues pour le mois d'août 2021. Je vous propose à présent de suivre les propos de la porte-parole de la commission électorale. The commission is targeting 16
La commission vise 16 000 personnes en détention légale, mais il faut garder à l'esprit que ce nombre ciblé est fluide en raison de la nature des citoyens que nous enregistrons, car il peut être plus ou moins élevé selon les périodes. Because it can be either be more or less depending on the time. The Commission is very happy for both the turnout for the La Commission est très satisfaite à la fois de la participation à l'exercice d'inscription des électeurs, en général de la participation que nous avons eue, et aussi de la réaction des personnes en détention légale. Comme nous l'avons fait à la fin de la période initiale d'inscription des électeurs, pour les personnes légalement détenues, la Commission a réussi à en enregistrer plus de 11 000. to capture over 11,000. And so I'm so grateful for what the government has done for us. Je suis très reconnaissant de ce que le gouvernement a fait pour nous. Depuis 1964, cela ne s'est jamais produit. Mais quant à aujourd'hui, ou cette fois-ci, le gouvernement vient de penser à se donner la main avec nous qui sommes des détenus, des gens qui sont rejetés dans la société des nations. Ils ont pensé à nous pour que nous puissions participer au vote. Nous sommes donc très reconnaissants en tant que prisonniers. En Libye, les habitants de la ville de Tawarga, à l'ouest, éprouvent des difficultés à regagner leur ville. Accusés d'être des pro-Kadhafi et chassés, ils reviennent peu à peu pour tenter de tourner les pages les plus douloureuses du conflit. Reportage. Accusé d'avoir participé au siège de la ville voisine révolutionnaire de Misrata, située à 40 km à l'ouest, et d'y avoir commis massacre et exactions sur ordre du régime de Muammar Kadhafi en 2011, les 40 000 habitants de Tawarga ont fait l'objet de représailles de la part des miliciens révolutionnaires de Misrata. Bannis, leurs maisons détruites ou incendiées, ils ont été enfermés des années durant dans des camps dispersés à travers le pays, vivant dans un dénuement total, interdit de rentrer chez eux. Le sort réservé aux habitants de Tawarga, en majorité noire, a suscité émoi et indignation. Pour l'organisation Human Rights Watch, la punition collective et le déplacement forcé des habitants de Tawarga pourraient s'apparenter à un crime contre l'humanité. Depuis juin 2018, lorsqu'une réconciliation a été scellée entre les villes ennemies, sous l'égide du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU, les Tawargais ont commencé à regagner leur cité, encouragés par l'engagement de l'exécutif de les indemniser. Mais depuis, seul un tiers des habitants est revenu. Une grande partie de cette ville semi-désertique est en ruine, dévisagée par les cratères laissés par les obus et les impacts de balles. L'absence d'un État central a retardé le versement d'indemnisation aux déplacés, explique le maire de la ville, alors que la Libye reste divisée entre deux pouvoirs rivaux, l'un à l'est et l'autre à l'ouest. Au Mali, les écoles et les restaurants ont été fermés, ainsi en ont décidé les autorités. La mesure intervient après une hausse du nombre de personnes contaminées au coronavirus. Voici les détails. Le Mali a annoncé un état d'alerte sanitaire pour 6 mois et un état d'urgence pour 10 jours, ainsi que la fermeture des écoles, bars, restaurants et de certains commerces pour maîtriser la propagation du virus. La mesure de fermeture des bars et restaurants à partir de samedi à minuit va s'étendre sur 14 jours, a informé le porte-parole du gouvernement. Quant aux établissements d'enseignement privés et publics, ils resteront fermés jusqu'au 10 janvier. L'état d'urgence en vigueur quasiment sans interruption depuis 2015 au Mali avait été abrogé de fait par la démission du gouvernement suite au coup d'État du 18 août. L'état d'alerte sanitaire permettra une souplesse administrative et le renforcement de services de santé. Les marchés très prisés des Maliens qui s'y approvisionnent en très large majorité au jour le jour ne sont pas concernés par la mesure et resteront ouverts. L'état d'urgence est adopté. Ce vendredi 18 décembre 2020, mais pour une durée de 10 jours. Un décret portant sur l'état d'alerte sanitaire couvrant une période de 6 mois à compter du 18 décembre, la limitation des rassemblements à 50 personnes au plus. Cette limitation porte sur tout type de rassemblement, notamment les cérémonies de mariage, de baptême et de funérailles.
Relativement épargné au début de la pandémie, le Mali, confronté à une crise sécuritaire, sociale et économique, a enregistré un pic de plus de 150 cas par jour début décembre. Les hôpitaux de Bamako sont saturés et le nombre de tests effectués est passé de quelques 500 journaliers en mars à près de 2500 aujourd'hui selon le gouvernement. Une nouvelle variante du coronavirus a été détectée en Afrique du Sud, ce qui pourrait expliquer la rapidité des transmissions de cette seconde vague qui touche également des patients plus jeunes. L'annonce a été faite en début de week-end par le ministre sud-africain de la Santé. Des précisions à travers ces images. Selon un communiqué du ministère sud-africain de la Santé, la variante 501V2 du virus a été identifié par des chercheurs et signalé à l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Les médecins sud-africains ont noté une évolution du paysage épidémiologique, notamment avec davantage de patients plus jeunes, sans comorbidité, qui développent des formes graves de la maladie. D'après le ministre, tous les éléments indiquent fortement que la deuxième vague est portée par cette nouvelle variante. L'équipe de chercheurs sud-africains menée par le professeur Tulio de Oliveira a partagé ses observations avec la communauté scientifique et alerté le Royaume-Uni de l'identification de la variante sud-africaine, ce qui a permis aux chercheurs britanniques d'étudier leur propre échantillon et de trouver une variante similaire potentiellement impliquée dans la transmission galopante observée dans certaines zones du pays, a-t-il ajouté. Zwelini Mkhize s'est voulu rassurant et a invité les Sud-Africains au respect des gestes barrières pour maîtriser la propagation du virus. L'Afrique du Sud, officiellement de loin le pays le plus touché du continent, comptait vendredi soir 24 285 morts pour plus de 900 000 cas positifs, dont plus de 8 700 détectés en 24 heures. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.